Rebonjour à tous. C'est maintenant au tour des chefs des partis d'opposition à l'Assemblée nationale d'être avec nous pour discuter développement économique et défis liés au changement climatique. Des politiciens que vous connaissez bien, Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois. La formule est un peu différente, par ailleurs, par rapport à ce qu'on a fait avec les chefs fédéraux. Cette fois-ci, on va avoir une première section sur le thème développement économique, dans le cadre de laquelle chacun va prendre la parole, 5 minutes, puis après ça, on va ouvrir ça pour une plus longue période des questions où les 4 vont être à votre disposition, si vous voulez, en même temps. Et puis, ensuite, on va aller dans le débat sur les changements climatiques dans un deuxième temps, où, encore une fois, chacun va prendre la question à tour de rôle, la parole à tour de rôle, et après ça, on va ouvrir le débat pour les 4 en même temps. Je vous rappelle que si vous avez déjà des questions en tête, c'est dans la section « Posez vos questions » qu'il faut les écrire. Mais sans plus tarder, je cède à nouveau la parole à votre nouveau président de l'UMQ, Daniel Côté. Merci beaucoup, Mme Latraverse. Alors, Mme Dominique Anglade, chef de l'opposition officielle et chef du Parti libéral du Québec. Mme Manon Massé, chef du deuxième groupe d'opposition et co-porte-parole de Québec solidaire. M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Chers élus, collègues municipaux de partout au Québec. Rebonjour. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous tous les chefs de l'opposition de l'Assemblée nationale du Québec. Je suis très heureux que vous soyez toutes et tous présents, d'ailleurs. Merci beaucoup. Votre présence est importante pour l'UMQ puisque nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec ainsi qu'avec les différentes formations politiques, et c'est encore plus vrai depuis la dernière année. À l'UMQ, notre plus grande priorité, c'est la relance économique. Une relance que nous souhaitons plus verte, car on estime qu'on peut facilement allier économie et environnement et que le Québec peut être un leader à cet effet. Nous voulons aussi que les gens reviennent dans nos centres-villes, sur nos rues commerciales. On veut les inciter à acheter local, à soutenir les commerçants, les producteurs, les transformateurs de chez nous. Nous devons recréer de l'effervescence culturelle et événementielle dans nos villes, relancer l'économie touristique partout, entre autres le tourisme d'affaires. Pour pouvoir espérer une reprise efficace, nous avons besoin de travailleuses et de travailleurs. La pénurie de main-d'œuvre, c'est toujours d'actualité. Les régions de partout au Québec ont besoin de soutien pour attirer, retenir de nouvelles personnes. Nos régions doivent être encore plus attrayantes pour nos familles avec une meilleure offre de services. La vitalité des régions, ça passe par là. On veut aussi votre point de vue sur la lutte contre les changements climatiques. J'en ai fait une des priorités de mon mandat. Chaque geste compte à cet effet. Le transport collectif, le transport interurbain et le transport actif sont évidemment des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais le transport n'est pas le seul secteur où nous devons agir. Il existe bien d'autres façons de contribuer, par exemple en développant notre autonomie alimentaire ou encore en aménageant des municipalités résilientes. Maintenant, j'ai bien hâte de vous entendre. Alors, encore une fois, merci à vous tous et toutes d'être présents à nos assises annuelles. J'aimerais également remercier Mme Latraverse, notre animatrice, à qui je recède la parole de nouveau. Monsieur Côté, premier thème économique, donc le défi urgent auquel vous êtes confronté, parce qu'on va le dire, après un an de centre-ville désert, d'industrie touristique à genoux, d'une vie économique au ralenti, c'est presque un défi existentiel là, qui vous attend, de réussir à assurer la renaissance de ces municipalités, de la vie qui les fait rayonner après là, 14 mois sur pause. La relance économique, bien sûr, c'est le moment de se projeter vers l'avenir, d'en profiter aussi, je dirais, pour, on l'a évoqué plutôt, surmonter les fragilités sociales, économiques qui ont été malheureusement et tristement exposées là, par la pandémie. Mais en même temps, vous êtes tellement chanceux, la conjoncture est idéale en ce moment pour avoir ce genre de défi. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une campagne électorale, là, voulons-le, pour oser débattre, discuter, essayer d'innover, lancer des pavés dans la mare, peut-être aussi pour certains. Alors, les questions qui se posent, revitaliser un centre-ville, qu'est-ce que ça veut dire quand on sait qu'il y a une partie du télétravail qui va rester? Comment intégrer, par exemple, l'idée du fédéral de transformer des bureaux vacants en logements abordables? Est-ce que cette obligation de réinventer les artères commerciales dans les villes va offrir des pistes de solutions? Par exemple, pour le logement, comment favoriser l'achat local, on l'a évoqué plus tôt.
le tourisme qui est tellement un pilier important dans vos régions. Bon, l'été dernier, tout le monde s'est rué dans les régions. On espère que les gens vont le faire encore, mais on le sait, c'est pas assez pour vous permettre de croître, de vous développer. C'est quoi les solutions mitoyennes d'ici à ce que le tourisme international reprenne sa place, le tourisme d'affaires aussi, les congrès et tout le reste? Et vous le savez, votre président l'a évoqué aussi, la relance économique, c'est trouver une solution à la pénurie de main-d'œuvre en région. Alors, ce sont tous des enjeux qui vous interpellent, vous comme maire, mais objectivement, qui interpellent aussi vos partenaires sur la scène politique provinciale. Donc, sans autre forme de procès, je cède la parole à ces leaders provinciaux. Je vous l'ai expliqué plus tôt, ils vont chacun prendre la parole tour à tour et ensuite, on va ouvrir un 10 minutes de questions. Pour commencer, donc, nous allons entendre la chef de l'opposition officielle, chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Après à peine plus d'un an à la tête du PLQ, Madame Anglade, je pense qu'on peut dire, a beaucoup travaillé à, moi je dirais ça en étant diplomate, réconcilier le PLQ avec les régions. Si ça n'avait pas été de la pandémie, elle aurait littéralement fait des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres pour aller à votre rencontre. Elle l'a fait davantage numériquement, pour bonifier, pour articuler ce qu'elle appelle sa charte des régions, des enjeux ambitieux comme la fiscalité des municipalités, l'autonomie des régions, la régionalisation de la fonction publique. Et on le sait, le Parti libéral a fait de la pénurie de main-d'œuvre un cheval de bataille politique majeur dans la dernière année. Alors, comment est-ce que ces priorités s'intègrent dans vos efforts de développement économique? Sans autre forme de procès, donc, je cède la parole à Mme Dominique Anglade. Mme Anglade, allez-y. Saluer Suzanne Roy et évidemment M. Côté. Alors, félicitations pour les nouvelles fonctions. Et je salue évidemment mes collègues, mes autres collègues de l'opposition. Je vous dirais, la première chose, c'est que lorsque l'on parle de développement économique, je pense qu'il y a une toute nouvelle manière de penser l'économie. On va parler tout à l'heure des changements climatiques, mais on ne peut pas parler d'économie sans parler de changement climatique. Les changements climatiques, on a vu des gens qui ont manifesté à combien de reprises, et ces enjeux-là font en sorte qu'on doit l'intégrer au changement. Quand on parle de développement économique, ça doit faire partie de la donne. Mais ce qu'on a réalisé également dans la dernière année, c'est toute la fragilité aussi de notre système. C'est de voir qu'il y a des gens il y a plus d'inégalités. On a des enjeux au niveau du logement, on a des enjeux au niveau des personnes qui sont plus vulnérables. Donc, les enjeux sociaux ont pris une place extrêmement importante. Et finalement, le développement économique. Puis je vous dirais que traditionnellement, lorsqu'on a pensé l'économie du Québec, on s'est toujours dit, il faut qu'il y ait de la création de richesse, puis que l'État redistribue cette richesse-là. Alors, les entreprises créent de la richesse, maximisent leurs profits, puis l'État redistribue à tout le monde cet argent-là. Il faut repenser cette manière de l'économie. À partir du moment où une entreprise commence son processus de création de richesse, il faut qu'en même temps, il commence à penser à son processus de redistribution de cette richesse-là. Ça veut dire que pour une entreprise, ce n'est plus que la maximisation du profit qui va être importante, mais également sa manière de penser s'il devrait avoir un service de garde dans son entreprise, la manière dont il va payer ses employés, la manière dont il va considérer tous les autres intervenants locaux qu'il va tirer dans son sillon pour les encourager au niveau du développement local, la responsabilité sociale qu'il a par rapport au territoire qu'il habite, et de faire en sorte que cette entreprise-là, non seulement, évidemment, elle fasse de l'argent, mais que tout de suite, dans sa création de richesse, elle soit capable de redistribuer et puis d'amener d'autres entreprises avec elle. Ce sont ces types d'entreprises-là qui, à moyen terme, même à court terme, moi je vous dirais, mais à moyen terme, il va falloir qu'on encourage parce que c'est elles qui ont un impact réel sur cette relance économique qui ne peut pas être une relance économique comme on l'a vu traditionnellement dans les 40 dernières années. Ce modèle-là a atteint ses limites. Il a atteint ses limites parce qu'on a des enjeux sociaux importants. Il a atteint ses limites parce qu'on a des enjeux environnementaux qui sont essentiels auxquels il faut s'atteler. Et comme gouvernement, on a la responsabilité de développer ce type d'entreprise-là, de les encourager et conséquemment, elle va avoir une incidence sur l'ensemble des municipalités. Je vous dirais également que toute la question de la fiscalité
on doit vraiment la repenser. Je sais qu'il y a le maire de Gatineau, M. Pedneau-Jobin, qui réfléchit à les questions de la fiscalité comme beaucoup d'autres maires également. Mais cet enjeu-là, il est essentiel. On ne peut plus penser que c'est seulement l'élément foncier qui va faire en sorte que les municipalités, qui sont des gouvernements de proximité, vont être capables de répondre à des besoins grandissants d'une population dans les villes. Et donc, cet élément-là, il va être crucial et on ne peut pas éternellement faire l'économie de la réflexion sur les moyens que vont devoir avoir nos municipalités. Évidemment, la question de la Charte des régions, comment elle s'inscrit là-dedans? Bien, la Charte des régions, c'est le moyen de se redonner l'envie de rêver. Chacune des régions est différente au Québec, tout le monde le sait. Mais quels sont les éléments clés, le sur-mesure qu'on a besoin d'amener à la région pour nous assurer qu'elle puisse atteindre son plein potentiel? Donc, il y a des enjeux que l'on va retrouver en matière de logement, par exemple, en Abitibi, qu'on va retrouver en matière de garderie dans le Bas-Saint-Laurent. Je pense à la mairesse Mme Vinet de Rivière-du-Loup qui nous parlait justement des enjeux de garderie dans la municipalité Rivière-du-Loup. Il va falloir qu'on puisse adapter le mur à mur et en faire du sur-mesure sur des enjeux clés et ce qui va permettre à la région de se développer. Et c'est pour ça que la Charte des régions est extrêmement importante et qu'elle s'intègre dans cette nouvelle vision économique que l'on a besoin de déployer. Puis, je vous dirais en terminant qu'il y a des moyens très concrets pour y arriver, notamment dans la crise du logement, des propositions que nous pouvons faire et ça me fera plaisir de discuter plus en détail de ces propositions-là. Merci beaucoup, Mme Anglade. Je note, je suis sûre qu'on va pouvoir y revenir. C'est tellement intéressant. Il y a une époque où, en politique, il fallait sauver les régions. Il fallait les revitaliser. Maintenant, chacun à votre façon, vous proposez, puis c'est important, elles sont maintenant au cœur de notre développement économique. Donc, pensez à ça. Là, si vous avez des questions là-dessus, membres de l'UMQ, on va les aborder. Mais maintenant, c'est au tour de Mme Manon Massé de prendre la parole à l'autre côté du spectre politique, bien sûr, Québec solidaire, pour qui les changements climatiques sont un axe important et de la mobilisation pour l'achat local, l'exploitation des ressources naturelles. Ça, on va y revenir dans la deuxième partie. Mais sur le front du développement économique, Québec solidaire a vraiment concentré son action sur l'enjeu des services aux citoyens. Mme Massé, je dois vous dire, on vous doit la bougie d'allumage qui a causé l'explosion et le débat plutôt intense sur la question de la crise du logement dans les dernières semaines à Québec. Mais il faut aussi penser à l'accès aux garderies dans un contexte de pénurie, l'Internet haute vitesse, l'accès au transport. Et ça, ce sont tous des enjeux, donc, que Québec solidaire juge fondamentaux pour convaincre les jeunes familles de rester en région. Donc, comment est-ce que QS compte assurer la vitalité économique des régions? Madame Massé, à vous la parole. Merci, Madame Latraverse. Alors, bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous, même si c'est en virtuel. Bien sûr, mes salutations à Madame Roy. Merci pour votre travail. Félicitations, Monsieur Côté. Daniel, qui se trouve être le plus jeune président de l'UMQ de l'histoire. D'ailleurs, en passant, Daniel, est-ce que tu as eu droit à avoir ton vaccin déjà? Ça me donnerait une idée de ton âge. Blague à part, depuis plus d'1 an, on est plongé dans une pandémie qui nous a fait réaliser vraiment l'importance que les services essentiels ont dans notre vie à tous les jours. Je pense aux services de santé, bien sûr, mais aussi aux places en CPE, à l'accès à Internet haute vitesse, aux services de transport en région, interrégion. Bref, on pense aussi et surtout, Mme Latraverse l'a nommé, à la question du logement. C'est un service essentiel aussi, puis la pandémie, le confinement nous en a fait prendre conscience. À Québec solidaire, un petit scoop pour vous autres, on reconnaît qu'il y a une crise du logement et ça depuis très longtemps. Vous aussi, vous la connaissez, cette crise-là. C'est vers vous que les locataires se retournent lorsqu'ils ne se trouvent pas de logement abordable ou tout simplement pas de logement. Vous le voyez, vous aussi, à l'Assomption, Repentigny, Terrebonne, que les hausses de loyer, elles ont été parmi les plus élevées au Québec. Vous le voyez aussi à Granby, où les taux d'inoccupation à 1,2 % en ce moment, quand les familles cherchent un logement, oubliez ça, il n'y en a pas de disponible. Je participais à une assemblée citoyenne dernièrement avec des gens de Rimouski et des rénovictions là, abusives, frauduleuses, ça existe à Rimouski aussi. Je vous parle pas des prix des maisons. Alors là, c'est rendu complètement fou. Nos jeunes sont en train de s'endetter dangereusement. Ça, c'est quand ils sont capables de passer, bien sûr, l'étape du crédit. Ça fait des années que Québec solidaire le dit.
Vous l'avez demandé vous aussi, on le voit clairement, ça prend un grand chantier de logement social au Québec. Il faut que la CAQ construise au moins 5 000 logements sociaux par année, et ça, dès cette année. Il faut aussi qu'on protège les familles et les gens les plus vulnérables avec un moratoire sur les rénovictions, un registre public des baux ou des loyers, comme certains disent, un gel des loyers pour l'année en cours parce que la pandémie frappe fort. Je vois que j'ai pas de minuterie. J'espère que vous allez m'aider, Deux cher minutes ami. 26, s'il vous Ah, reste. ça vient d'apparaître. Merci beaucoup. Alors, bref, je vous parlais de moratoire, de registre puis de gel, mais ceci étant dit, la communauté métropolitaine de Montréal a demandé de mettre ces mesures d'urgence en place. Vous êtes plusieurs, d'ailleurs, à l'avoir demandé. J'espère que M. Legault est à l'écoute, parce que ça concerne nos concitoyens, concitoyennes. C'est exactement la même chose par rapport à la question de des places en garderie. Il y a une crise présentement et, déjà là, depuis un certain temps, il faut agir. Tu sais, quand on entend un chiffre de 75 000 enfants qui sont en attente d'une place en service de garde au Québec, là, ça veut dire que derrière eux, il y a des femmes, surtout des femmes, qui ne retournent pas sur le marché du travail parce qu'elles n'ont pas de place pour que leur enfant puisse être en sécurité. Tout ça, eh bien, ça nuit à l'économie, à la vitalité de nos collectivités puis à la qualité de vie de nos familles. C'est pas rare que des familles doivent faire 30-40 minutes de voiture pour aller reconduire leurs enfants en service de garde. Il y a même des entreprises qui ne s'installent pas dans une région parce qu'il n'y a pas d'offre de garde dans la région. Alors, on a proposé la création de micro-CPE pour répondre aux besoins des petites communautés, là où, bien sûr, la demande n'est pas assez élevée pour construire de grandes installations. Mais je ne parle pas des mesures temporaires telles que vient de le faire le ministre de la Famille. On parle des CPE, des micro-CPE d'une vingtaine de places. Il y en a déjà, ça existe déjà, ça fonctionne bien. Le travail entre les municipalités, les différents acteurs pour se mettre au service des familles fonctionne. Pourquoi pas y aller? La relance économique doit bien sûr rendre le Québec plus résilient, et ça passe nécessairement par un réinvestissement massif au niveau de nos services publics, nos services essentiels. Il faut arrêter d'éteindre des feux. Il faut qu'on sorte du cercle vicieux de la négligence des dernières années et de la centralisation qui nous a été imposée, qui nous empêche d'assurer des services publics de qualité partout au Québec. Bref, on a besoin d'un grand rattrapage et là-dessus, Québec solidaire est largement prêt à prendre le relais, à continuer de faire des propositions et éventuellement à prendre le pouvoir. Merci beaucoup, Mme Massé. Et maintenant, notre dernier intervenant, mais non le moindre, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Donc, la revitalisation des régions a toujours été, on le sait, un engagement important pour le Parti québécois, puis ça le demeure sous la direction de son nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, un originaire de Trois-Rivières, il faut le souligner. Démondialisation, Buy American Act, atteinte de l'autonomie alimentaire. Il a déjà offert des propositions, certaines diraient audacieuses, pendant la course au leadership pour camper le développement économique du Québec sur de nouvelles bases. Ça veut dire aussi, bien sûr, maintenant, à plus court terme, là, faire des municipalités des acteurs clés de la relance post-pandémie. Mme Massé parlait de la crise du logement. Bien, déjà quelques semaines aussi, le Parti québécois a offert toute une feuille de route là, pour essayer de s'attaquer à ce manque de logements sociaux, manque de logements abordables, à la surenchère. Mais il y a aussi plein d'autres questions qui vous concernent. Tous les partis parlent de transférer des postes en région de fonctionnaires. Comment on fait ça? Comment on offre une offre financière au centre-ville? Est-ce que le PQ a une solution au casse-tête de la question des services de garde? Eh bien, sans autre, M. Plamondon, à vous la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Je suis très heureux d'avoir cette tribune-là. Je salue M. Côté, Mme Roy. J'ai hâte de vous rencontrer en personne. J'ai été élu chef il y a seulement 6 mois. Je n'ai jamais eu l'occasion de me promener à travers le Québec. Ça viendra sans faute. Le Parti québécois a toujours été le parti de la défense des intérêts économiques des régions. Ça ne change pas sous ma gouverne. Pendant la crise, vous nous avez vu défendre les petites et moyennes entreprises qui cherchaient de l'aide mais n'en obtenaient pas. C'est vital pour les grandes artères des municipalités que ces commerces-là traversent la crise. Maintenant, une fois la crise terminée,
qu'est-ce qu'on fait pour donner vraiment aux municipalités un tremplin de développement économique? Premier élément, la fiscalité. Si la fiscalité des municipalités dépend presque entièrement des revenus fonciers, si les municipalités n'ont pas le bénéfice de leurs investissements dans l'économie locale, si elles n'ont que des postes de dépenses mais n'obtiennent pas de revenus lorsqu'elles ont du succès à développer leur économie, on ne peut pas, dans ces circonstances-là, demander à nos municipalités d'être entrepreneuriales, de développer leur économie. Il faut changer la fiscalité pour offrir, diversifier les sources de revenus pour nos villes. Même chose sur le plan de ce qui créera de la richesse pour nos villes. Nous, on plaide pour un plan de transition vers une économie verte et juste. Je l'ai présenté avec Sylvain Gaudreault il y a quelques mois. Imaginez, l'administration Biden aux États-Unis investit 2000 milliards de dollars pour assurer une transition vers une économie verte et juste. C'est une opportunité incroyable pour les entreprises québécoises dans ces domaines-là. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'investir massivement. Même, on est prêt à aller chercher 1 milliard de dollars dans le Fonds des générations pour accélérer nos entreprises dans le cadre de cette transition-là, pour former des employés, pour qu'ils soient adaptés. Et ça, plusieurs municipalités vont s'enrichir. En fait, comme Québécois, on va s'enrichir bien plus si on fait ça que si on investit dans le béton en rajoutant une voie d'autoroute de plus. Ça, à moyen long terme, il n'y a pas de création de richesse, alors que l'opportunité, elle est là. Elle est là pour des raisons environnementales, mais elle est également là pour des raisons économiques. Il faut parler de diversification de l'économie de nos municipalités. Si on parle d'économie, on doit parler de tourisme. Donc, le Parti québécois trouve très important de soutenir le tourisme en ce moment de manière à diversifier l'économie, notamment le tourisme gourmand, le tourisme d'affaires. On a une offre extraordinaire au Québec qui se compare avantageusement à ce qui peut se faire à l'étranger. On doit la mettre en valeur. Mais si on parle de diversification de l'économie, on doit également parler du fait qu'il y a un engagement de la CAQ de déplacer 5000 emplois en région. Et à date, il y a à peine 470 de ces emplois-là qui ont été transférés. À ce rythme-là, ça va prendre 31 ans avant de faire le transfert. C'est pas acceptable. Il faut que les centres décisionnels également soient en région, pas que les emplois. On pense également que la CAQ est en train de rater complètement la cible de régionalisation de l'immigration. Donc, la mentalité caquiste et libérale depuis des années, c'est l'immigration de masse. Donc, des gens qui ne maîtrisent pas nécessairement le français, n'ont pas nécessairement les qualifications pour vos besoins spécifiques dans vos entreprises localement. Et on augmente les seuils d'immigration. C'est ce que Jean Charest avait fait au nom de la pénurie de main-d'œuvre. Mais elle n'a jamais disparu, cette pénurie de main-d'œuvre-là. Nous, on dit qu'on veut une immigration économique francophone, spécifiquement qualifiée pour vos besoins, et on va accélérer cette immigration-là en mettant des incitatifs à la régionalisation, c'est-à-dire demeurer en région. Et ces mesures-là, nous vous donneront des solutions parce que sans main-d'œuvre, comment voulez-vous relancer l'économie? Et un mot sur la crise du logement. On a présenté dans nos plans budgétaires là, des dernières années, dont le plus récent, la nécessité de 5000 logements sociaux par année. On est en retard et ça crée des problèmes très graves, mais on a aussi un plan pour contrer la bulle immobilière. On ne peut pas laisser les prix des maisons monter parce qu'on ne protège pas notre bois québécois, puis on n'a pas de planification de la main-d'œuvre. Même chose pour les places en garderie, je termine là-dessus. C'est une composante économique essentielle. On aura plus de revenus fiscaux si on permet aux pères et aux mères de famille d'aller au travail. Et en ce moment, ce sont 50 000 enfants qui se cherchent un endroit en garderie. C'est un drame sur le plan humain, pour les parents comme pour les enfants, mais c'est un drame sur le plan économique parce que c'est de la main-d'œuvre qu'on n'a pas, c'est des recettes fiscales qu'on échappe. Tout ça parce qu'on ne gère pas une question qui, on le sait depuis maintenant plusieurs années, est problématique. On a tout un plan à ce niveau-là. Et sinon, je pourrais vous parler aussi du plan de relance de culture au cours des questions que vous aurez sûrement sur cette thématique-là. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon. Moi, j'aurais tellement de questions à vous poser, mais je suis ici au service des membres de l'UMQ. Alors, on va prendre les questions du public. La première, c'est Nicole Bergeron qui nous demande « La pandémie a fait prendre conscience de la problématique de l'approvisionnement de nos produits alimentaires. Comment comptez-vous améliorer l'autonomie alimentaire au Québec? Qui veut se lancer sur cet enjeu-là? Madame Anglade, vous commencez?
Certainement, certainement, ça ferait plaisir de commenter parce que l'enjeu d'aller encourager nos propres chaînes d'approvisionnement, nos propres agriculteurs, c'est vraiment fondamental. Et une des choses que l'on constate, par exemple, je donne un exemple précis, tu as des grandes chaînes d'alimentation, que ce soit les Costco, que ce soit les Walmart de ce monde, qui imposent une relation très difficile avec nos plus petits joueurs, que ce soit parce qu'il y a des pénalités qui sont imposées, des horaires qui sont imposés, etc. Et de plus en plus, on sent un resserrement. Une idée très spécifique, c'est de dire, par exemple, on devrait avoir au Québec un code de conduite entre les grands joueurs et nos plus petits agriculteurs pour nous assurer qu'il y a un équilibre là-dedans. Le capitalisme, comme on l'a connu, là, typique où c'est les grands qui décident et qui déterminent toutes les manières dont ça devrait fonctionner. On doit justement arrêter ce genre de choses-là, mieux encadrer les choses et faire qu'il y ait un meilleur équilibre. Et là, par exemple, on viendrait encourager nos agriculteurs plus locaux, nos produits locaux, nos plus petits joueurs. Je pense que ce sont des éléments qui sont importants. L'autre manière d'approcher cet enjeu-là, d'un point de vue agroalimentaire, c'est d'encourager aussi certaines productions chez nous et encourager nos entreprises à le faire. Quand le gouvernement du Québec octroie des contrats, par exemple, est-ce qu'au lieu de dire ça va être toujours des octrois du plus petit soumissionnaire, du plus bas soumissionnaire, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres critères, comme par exemple ceux qui vont encourager l'économie locale, ceux qui vont encourager l'achat local? Je pense que c'est des critères que l'on peut mettre de l'avant qui vont venir renforcer le tissu économique à tous les niveaux. Madame Massé, je vous vois, Monsieur Plamondon aussi, avoir envie de sauter dans ce débat-là. Madame Massé, allez-y. Ben, écoutez, je veux dire, la recette est connue depuis des décennies. Le problème, c'est qu'on ne l'applique jamais. C'est-à-dire qu'il faut continuer, bien sûr, à soutenir l'agriculture de toutes les façons, mais il y a une agriculture qui, elle, est proche des gens, est locale. Et ce qu'il faut, c'est créer des incitatifs. Puis l'État, on va se rappeler, là, avec nos CLSC, nos CHSLD, pardon, les hôpitaux, nos écoles, nos centres à petite enfance, on est des consommateurs, l'État est consommateur de produits alimentaires, mais très rarement locaux. Alors, une mesure, celle-là, s'assurer que d'ici 4 ans, 40 de tout ce qu'on achète et 50 de nos produits qui se retrouvent dans nos assiettes des institutions soient produits ici au Québec par nos agriculteurs et agricultrices. Et on a une panoplie d'autres mesures, mais je m'arrête de celle-là. J'ai hâte d'entendre les autres questions. Oui, parce qu'on a donc revoir les rapports de force, achat par le gouvernement. Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, votre solution? On est le seul parti à s'être inspiré du Buy American Act et du Buy America Act. Essentiellement, nos voisins américains, eux, protègent leur production puis encouragent localement d'abord et avant tout, en toute légalité. Nous, par contre, au Québec, on n'a rien pour s'assurer que le gouvernement achète localement puis s'assurer que dans les grands projets, il y a une part de local minimum obligatoire. Dans le cadre de ce plan-là, on a déposé l'obligation pour le gouvernement d'acheter à 70 % des produits québécois en alimentation dans les institutions publiques. Et on a déposé également un plan pour dire on est sous-optimal en production en serre en ce moment alors qu'on déborde d'hydroélectricité. Si on augmente notre production en fruits et légumes localement, puis qu'on a un plan par région de circuits courts, là, c'est une thématique que je voulais toucher en environnement dans le deuxième thème, mais si on a un plan qui permet d'augmenter notre production et ensuite d'avoir un plan sur une base régionale où les grandes chaînes d'alimentation comme les plus petites ont des incitatifs ou des obligations à acheter localement, bien là, on a un plan de circuit court qui va avoir un impact extraordinaire en matière d'environnement parce qu'on va arrêter de faire venir nos fruits et légumes du Chili par avion, mais un impact incroyable sur le plan économique. Pour ça, par contre, ça prend une intervention de l'État, c'est-à-dire un État qui n'a pas peur de dire on achète québécois en premier, puis un État qui n'a pas peur d'investir dans une transition qui nous permettra plus de production de produits québécois à même notamment nos avantages concurrentiels comme l'hydroélectricité. Merci beaucoup. Il reste 5 minutes à la période des questions. Fait essayons de garder les réponses courtes, même si elles sont super intéressantes, vos réponses. On a une question maintenant de Michel Garcia qui demande quel est votre plan pour la relance du tourisme à court terme dans les régions? Là, Mme Massé, je vous donne la chance de partir première dans ce débat-là. Ben merci. Je vais faire ça court. On a lancé
il y a déjà quelques mois, l'idée de CEPAC Patrimoine, c'est-à-dire que la pandémie a fait en sorte que les gens ont redécouvert le Québec et pour ça, ben, il faut qu'on ait des infrastructures d'une main pour accueillir nos gens et les CEPAC ont toute l'infrastructure pour les réservations et tout ça. Et de l'autre main, ben, il faut protéger notre patrimoine pour en être fier et donc de faire en sorte que tous ces magnifiques bâtiments patrimoniaux que les gouvernements laissent aller jusqu'à la démolition, ben, nous, on dit intégrons-le dans notre réseau CEPAC pour faire en sorte de permettre à nos concitoyens d'aller se promener à travers le Québec. Plein d'autres mesures, je me tiens à celle-là. Vous, M. Saint-Pierre Plamondon, votre mesure pour relancer le tourisme en région? Bien, c'est une industrie qui a souffert beaucoup pendant la crise, puis c'est une industrie qui est constamment en concurrence avec les États-Unis et l'Europe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soutenir l'offre de tourisme et sa promotion. Nous, on propose la bonification puis la promotion du tourisme gourmand parce que la table québécoise régionale est extraordinaire. Donc, ce sont des arguments convaincants. Il faut relancer rapidement le tourisme d'affaires parce que là, il y a de nouvelles habitudes qui se sont prises à cause de la crise. Il faut valoriser, mettre de l'avant ce tourisme-là. Et on a également un plan pour le tourisme hivernal, le tourisme autochtone et l'écotourisme. Bref, il y a plusieurs offres intéressantes qu'il faut mettre de l'avant, qui sont à proprement dites québécoises. Et j'ajouterais là-dessus que quand on parle des revenus des municipalités, si les municipalités ont des incitatifs financiers, perçoivent une taxe, une redevance sur le développement économique touristique qu'elles lancent elles-mêmes, au lieu d'être très dépendants des revenus fonciers, on va avoir des municipalités entrepreneuriales qui vont développer de nouvelles offres touristiques très fortes. Donc, la fiscalité est au cœur de la relance de certains secteurs économiques, comme le tourisme, à mon avis, il n'y a aucun doute. Mme Anglade, le dernier mot donc sur la relance touristique en région? Alors, deux choses. Évidemment, l'aspect des incitatifs pour que les gens consomment davantage et qu'ils aillent profiter du tourisme dans les différentes régions. Et oui, le tourisme international également, mais il faut qu'il y ait des incitatifs qui soient associés à ça parce qu'on va tous être dans le même bateau partout dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on va se démarquer? C'est vraiment en ayant des offres très spécifiques par rapport à ça. Mais l'autre enjeu que l'on a, c'est la question de la main-d'œuvre parce que le milieu touristique, on a besoin d'avoir des gens et donc tout le soutien pour trouver la main-d'œuvre, pour la former, va être extrêmement nécessaire pour la suite des choses. Et ça, ce ne sont pas des emplois à 56 000 par année nécessairement. Donc, et pourtant, ils contribuent de manière importante au développement de nos régions. Et là, l'enjeu de la main-d'œuvre, il est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir cette main-d'œuvre-là, pour qu'elle reste ici, pour qu'elle s'intéresse, pour que nos jeunes s'intéressent aussi à cette industrie-là? Ce sont les incitatifs. Il faut travailler à la fois sur la pénurie de main-d'œuvre et sur l'offre pour que les gens puissent aller pratiquer le tourisme. Bon, mais vous avez été, merci à vous trois, vous avez été pas mal disciplinés. On a réussi à rentrer dans le temps, puis on va se plonger dans un sujet qui intéresse beaucoup les gens, dont on a beaucoup parlé aussi dans la tribune fédérale, c'est le thème des changements climatiques. C'est dire tout le chemin parcouru depuis la crise financière de 2008, qu'au terme d'une année et d'une pandémie, que l'OMS a quand même décrit cette semaine comme le Tchernobyl du 21e siècle, on n'a pas réussi à éclipser entièrement l'enjeu des changements climatiques. Au contraire, ils sont jugés comme un élément central de la relance. À l'UMQ, vous vous êtes doté d'un plan compréhensif, un plan ambitieux pour donner les moyens à vos membres, à vos municipalités d'être à la hauteur de ce défi-là, parce que c'est comme vous qui êtes pris que la patate chaude, qui êtes aux premières lignes des mesures à mettre en œuvre et des efforts pour convaincre la population d'embarquer. Puis ça couvre plein de choses auxquelles on ne pense jamais, là. Quand on pense que les matières résiduelles au Québec, c'est 5,1 de nos GES. Le transport, on le disait plus tôt, 45 %. Mais là-dedans, il y a aussi la biodiversité, la santé, l'urbanisme a un rôle à jouer. Donc, vous avez identifié 10 secteurs, 10 leviers, finalement, pour guider votre action, amener la population à vous suivre. Et c'est ça qui est difficile, parce que changer les habitudes de vie des gens, c'est vraiment un des éléments, moi, je pense que c'est un des éléments les plus difficiles à mettre en œuvre dans notre lutte contre les changements climatiques. Puis les efforts d'adaptation, écoutez, ça va coûter 2 milliards sur 5 ans juste pour adapter les infrastructures des 10 grandes villes du Québec.
4 milliards pour l'ensemble des municipalités dans l'ensemble de la province. Alors, qu'est-ce que vous offrent les partis politiques québécois? On garde la même formule que pour la première partie. Chacun prend la parole, puis après ça, on ouvre ça aux questions. Puis, M. Saint-Pierre Plamondon, je vous promets, cette fois-ci, ce sera vous qui aurez le privilège de répondre à la première question. Puis, Mme Anglade, à vous la parole. Merci, merci beaucoup. Alors, on se rappelle évidemment les jeunes qui sont les jeunes, les moins jeunes qui sont allés manifester il y a à peu près 2 ans dans des centaines de milliers de personnes au Québec. Plus récemment, au début de janvier 2020, il y a eu 11 000 scientifiques qui sont sortis pour dire, les amis, là, la récréation, elle est terminée. On a des enjeux partout en matière de changement climatique. Ça touche notre biodiversité, ça touche nos écosystèmes. On ne peut plus consommer de la même manière, on ne peut plus produire de la même manière. Donc, des conséquences qui sont réelles. Et évidemment, ça touche l'ensemble du Québec, que ce soit les questions d'inondation que l'on a vues récemment, que ce soit les questions de tornades qu'on a vues aux îles de la Madeleine, par exemple, et de ces conséquences-là. À l'agriculture, les changements climatiques, comment ça a eu un impact considérable sur nos agriculteurs. Donc ça, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Et je vous dirais qu'on ne peut plus considérer cet enjeu comme étant l'enjeu d'un seul ministère. On ne peut plus faire ça. L'enjeu des changements climatiques, ça touche l'éducation, ça touche la santé, ça touche les transports, ça touche l'ensemble des ministères. Et c'est pour ça que, honnêtement, d'un point de vue gouvernemental, là, ça devrait relever au premier chef du premier ministre du Québec, parce que c'est là que se jouent les enjeux en matière de changement climatique. Maintenant, quelles sont les choses que l'on peut mettre de l'avant? D'abord, évidemment, toute la question du transport. Alors, transport en commun, on l'a vu avec le tramway, avec le REM, avec ligne de métro, mais également dans nos plus petites municipalités, le transport régional, le transport interrégional, comment il va être financé. Tout ça, il va falloir qu'on ait une offre réelle et qu'on considère ça fondamental. Le transport, c'est pas quelque chose qui est trivial, c'est pas quelque chose qui est banal, c'est quelque chose c'est un service essentiel, et on a vu à plusieurs reprises comment certaines régions sont mal desservies et on n'assure pas justement ce service essentiel-là. Alors, je pense que le transport aérien, comme les autres formes de transport, vont devoir être beaucoup plus développées et mises de l'avant. La contribution par rapport au changement climatique, ça ne peut pas être uniquement les gouvernements et les municipalités. Évidemment, il y a un énorme rôle à jouer de la part des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de cette nouvelle vision économique, cette nouvelle vision économique doit pouvoir encourager des entreprises qui, elles, réfléchissent en termes de circuits courts, qui, elles, réfléchissent en termes d'approvisionnement local. Une grande entreprise québécoise qui aurait des subventions du gouvernement du Québec, qui profite de certains tarifs en matière d'hydroélectricité, quelle est sa part par rapport, sa contribution pour réduire chez les GES? Quels sont les acteurs locaux avec lesquels elle fait affaire pour réduire justement l'empreinte carbone? Quelles sont les initiatives qui vont être mises de l'avant pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver son compte d'un point de vue environnemental? Tout le monde est absolument touché par ça. Au ministère des Transports, je rencontrais un jeune entrepreneur qui me disait moi, j'ai plein de propositions en matière de construction, de nouvelles manières de faire avec des matériaux recyclés, etc., mais nos normes ne sont pas à jour. Il y a un énorme travail à faire au sein de nos ministères pour mettre des normes à jour, pour nous assurer qu'on puisse utiliser de nouveaux matériaux puis qu'on puisse encourager nos entreprises à être beaucoup plus créatives et modernes. Mais encore, il faut-il regarder dans notre propre cours puis savoir qu'il y a des modifications à faire. J'aimerais quand même dire que lorsqu'on parle des changements climatiques et d'environnement, il y a quand même une réalité sur le terrain pour nos municipalités, là. Au ministère de l'Environnement, là, c'est compliqué. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est parfois très mésadapté à la réalité régionale, très mésadapté aux projets qui sont faits. Et là, il y a un travail à faire. Et c'est pas parce qu'on sait qu'il y a un enjeu environnemental énorme auquel on fait face qu'on n'est pas capable d'aller voir au ministère de l'Environnement puis dire, écoutez, on va revoir les manières de faire pour simplifier la chose, pour accélérer les processus, pour faire en sorte que les gens ils peuvent avoir une créativité puis développer des projets qui sont dans le respect évidemment de l'environnement, mais il faut que quelque part on soit capable de dire, tu sais, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens la manière dont le processus est long et peut être pénible. Alors, oui, il faut transformer les choses.
oui, il faut penser à nos enjeux climatiques. Il faut améliorer également à l'intérieur de notre machine gouvernementale les enjeux de performance. J'aimerais prendre les 25 dernières secondes qui me restent peut-être pour parler de la forêt. La forêt, aujourd'hui, honnêtement, c'est un secteur qui est laissé à lui-même. Travaux sylvicoles qui ne se font pas, on ne développe pas, on ne prend pas soin de notre forêt comme on devrait le faire. Et ça, c'est un enjeu important parce que c'est partout dans toutes nos régions du Québec et ça a un impact considérable également sur les changements climatiques. Merci beaucoup, Madame Anglade. Maintenant, à vous la parole, Madame Massé. Merci. Écoutez, la pandémie a frappé vraiment fort, puis on le sait, c'est pas fini. Mais ce qu'on sait, c'est que la crise climatique, elle, était là avant. Elle est encore là. Et moins on s'en occupe, plus elle s'amplifie. C'est le grand défi de notre siècle. Et c'est d'ailleurs pourquoi les municipalités qui sont aux premières loges, ben, ça fait longtemps que vous nous parlez de ce que le gouvernement du Québec devrait faire pour que ça change. Alors, trop souvent, à l'Assemblée nationale, on entend des paroles, on entend, oui, on reconnaît qu'il y a une urgence, mais chaque mais qui est prononcé, ben, c'est des coûts qu'on doit assumer collectivement et que vous autres, sur le terrain, vous devez gérer quand ça arrive. Parce que bien sûr, vous êtes aux premières loges lorsque les conséquences des changements, des dérèglements climatiques, je pense aux inondations à répétition, à l'érosion des berges, aux feux de forêt, aux canicules qui en finissent plus, aux différentes intempéries extrêmes. Bref, à chaque année, la facture collective des changements climatiques, elle augmente. Il pourrait, et vous l'avez documenté par le passé avec des alliés, atteindre 4 milliards de dollars et ça ne fait qu'augmenter de fois en fois. Plus qu'on attend, plus que ça augmente. Dans les derniers mois, à Québec solidaire, on a fait ça fait plusieurs années, mais dans les derniers mois, on a fait plusieurs propositions pour accélérer la transition parce que ça tarde. Alors, au niveau de l'achat local, on en parlait, je rectifie le chiffre que j'ai donné tantôt. On parle bien sûr d'intégrer 40 d'achats du fait qu'actuellement on achète hors Québec, d'acheter localement. Et on parle de 70 d'aliments québécois intégrés, j'avais dit 50, dans les CPE puis nos écoles. Il faut croire que les chiffres se mélangent souvent dans nos têtes. Ceci étant dit, je pense que tout ça commence par introduire une certification, parce que vous savez comme moi que tant qu'on n'a pas une certification, et là on propose Certification Québec, ben c'est du n'importe quoi qu'on retrouve dans même les sites qui sont supposés d'être réservés à l'achat local. La question de la mobilité, elle est au cœur, elle est essentielle. Québec solidaire parle depuis longtemps d'un réseau public régional de transport interurbain. On parle bien sûr massivement partout du transport collectif. Il faut offrir une alternative à nos concitoyens et tant qu'on ne le fera pas, ben, de le délaisser tranquillement, l'auto solo, ça va être juste difficile. Ce qu'il faut aussi, bien sûr, c'est de s'assurer que les tarifs, le coût du passage, lorsque tu veux prendre l'autobus, ben, il soit diminué parce que sinon, on ne l'utilise pas. On pense que l'auto répond mieux à nos besoins. L'auto individuelle, j'entends. Ça prend une meilleure utilisation de nos ressources naturelles. Dominique parlait du bois, c'est essentiel. Nos codes de construction ne nous permettent même pas d'utiliser le bois qui pourtant est prisé à l'international parce que pour faire de la poutre, faire des ponts, faire des infrastructures ici au Québec, on ne touche pas à ça, alors que dans les faits, utiliser le bois, développer plus la sylviculture au niveau privé pourrait nous permettre de faire en sorte, un, de continuer de capter le carbone et deux, ben, de soutenir cette industrie qui est très présente partout à travers le Québec. Il y a aussi les programmes qui existent, par exemple, climat, municipalité, pour vous aider, limiter. Puis, tu sais, par exemple, actuellement, c'est 40 millions sur 7 ans. Voyons, on n'y arrivera jamais à ce rythme-là. Québec solidaire propose d'y investir parce que Québec solidaire, et là est notre grande différence, et vous le savez, on le sait où aller chercher l'argent. On le sait où il y a de l'argent qui dort, où il y a des contributions sociales qui dorment et qui font en sorte qu'on n'arrive pas
à, je dirais, relever le défi de la transition qui est le nôtre collectivement. Je vous dirais, il faut tirer les enseignements de la pandémie. Pourquoi? Ben, les changements climatiques chamboulent l'équilibre de la biodiversité. Le réchauffement de la planète aussi nous amène à vivre et ce qu'on a vécu avec la pandémie, il y en aura d'autres. Et je vous dirais que, d'ailleurs, en début d'année, on a déposé à Québec solidaire un plan solidaire pour se relever du Québec de l'après-crise et on l'a nommé Se relever ensemble. Et c'est pas pour rien. Et là-dedans, il y a plein de bonnes idées que j'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Se relever ensemble, car pour nous autres, les soldats, c'est la seule façon qu'on peut envisager la suite des choses au Québec. Merci beaucoup, Mme Massé. À vous tous qui nous écoutez, là, je vous rappelle qu'après la prise de parole de M. Plamondon, on va avoir une période de questions de 10 minutes. Donc, envoyez vos questions dans la section « Posez vos questions » sur l'application. Mais auparavant, M. Plamondon, allez-y, parlez-nous de votre vision de l'appui que le provincial peut donner et du rôle qu'il voit dans un partenariat avec les municipalités dans la lutte contre les changements climatiques. Bien, c'est la question de notre époque et malheureusement, depuis des décennies, nos gouvernements, comme ailleurs à l'étranger, opposent économie et environnement. Et là, on est en train de voir à travers le monde un changement de cap. Les universitaires avaient des théories depuis plusieurs décennies, mais là, on voit un gouvernement Biden dire « Moi, je mets 2000 milliards de dollars dans cette transition-là parce que je le sais qu'elle est payante. » Et c'est donc une opportunité économique incroyable pour le Québec que de sauter dans le train pendant que c'est le temps, en même temps que c'est nécessaire, évidemment, pour la viabilité des prochaines générations au niveau de l'environnement. Un rappel utile, nous faisons toujours partie du Canada, qui est un pétro-gouvernement. La moitié de nos impôts vont à Ottawa et ensuite Ottawa finance, donne des cadeaux à l'industrie pétrolière la plus polluante à travers le monde, celle des sables bitumineux de l'Alberta. Donc, je veux juste rappeler qu'un Québec indépendant n'aurait pas de dépendance au pétrole, donc serait beaucoup plus responsable, mais serait beaucoup plus riche, parce qu'en ce moment, notre balance commerciale souffre du fait qu'on est encore dans un système où le pétrole est au cœur de notre économie. Et moi, je crois sincèrement que l'indépendance du Québec nous apporterait beaucoup d'opportunités sur le plan de la transition, mais aussi également sur le plan de la création de richesses. Maintenant, dans l'intervalle, on a un plan présentement au gouvernement du Québec. Ce plan ne mesure pas nos émissions de gaz à effet de serre, ne se donne pas de cibles contraignantes. Donc, il y a de belles mesures, mais c'est un peu comme le déclin de la langue française. Si on ne mesure pas ce qui se passe, si on ne se donne pas de cibles, quel est l'objet du plan? Donc, pour nous, c'est très important que chaque ministère ait des cibles et que chaque secteur économique ait des cibles de réduction des gaz à effet de serre. Et on propose, parce que l'État doit accompagner et encourager la création de richesses à travers cette transition-là, on propose un État qui est proactif, qui investit dans la transition, tant au niveau de l'accompagnement des entreprises que de la formation des travailleurs pour rentrer dans la nouvelle économie, puis agripper la manne, l'opportunité que les États-Unis nous offrent en ce moment en investissant autant dans les énergies propres, les énergies renouvelables, pour lesquelles nous avons de l'expertise et un très beau potentiel économique. Mais quand sera passé? Spécifiquement, il y a la mobilité, donc les transports en commun avant le béton, un plan de relance économique qui prévoit des voies supplémentaires dans les autoroutes, mais qui ne prévoit pas des mesures pour les transports en commun suffisamment. Ce n'est pas la bonne direction. Ça prend un programme de subvention aussi pour aider les villes à électrifier leur flotte d'autobus, permettre également aux régions d'être bien connectées. Là, on voit des compagnies d'autobus faire faillite en ce moment. Bien, l'État doit intervenir pour qu'on ait des systèmes électrifiés qui relient les régions entre elles. C'est essentiel pour l'économie des régions. Au niveau de l'adaptation des villes, nous, on propose que 1 % des dépenses en infrastructure soient consacrées au verdissement des villes. Vous l'avez vu surtout en Europe, mais quand on a des canicules et que les températures approchent 40 degrés, c'est pas beau. Il y a des décès. La seule façon de pallier à ça puis de se prémunir, c'est de verdir nos villes. On sait quoi faire, il faut juste investir en temps utile et ça donne une meilleure qualité de vie, un avantage concurrentiel pour les municipalités qui le font. Mieux protéger nos forêts. On a parlé d'une économie en circuit court, donc je vous ai parlé de l'importance de développer notre offre agroalimentaire et de mettre des normes qui incitent ou obligent à consommer localement. Ça change énormément la dynamique d'émission des gaz à effet de serre.
Contrer l'étalement urbain, donc contrer l'étalement des routes, protéger nos terres agricoles. Je terminerai sur un sujet aussi qu'on passe rapidement, dont on entend peu parler, celui de la qualité de l'eau. Je trouve que nos infrastructures en eau potable, le traitement des eaux usées, devrait faire partie de notre plan de relance économique et d'une réflexion parce qu'en ce moment, non seulement à certains endroits, il y a toujours du déversement d'eau usée, alors que les technologies sont beaucoup plus avancées que ça. Si on veut investir dans de l'infrastructure, ça, c'est une bonne manière de s'offrir une qualité de vie. Et même chose, il faut sécuriser nos sources d'eau potable. Les chamboulements climatiques qu'on a en ce moment nous amènent, on ne sait pas si c'est de cause à effet, mais on voit de plus en plus d'inondations. Et ces inondations-là menacent nos sources d'eau potable. Donc, il faut protéger la santé de nos gens, le bien-être de nos gens. Ça veut dire s'assurer que leur environnement, même dans les municipalités où il y a beaucoup de béton, on les a verdis pour les protéger des canicules, protéger leur approvisionnement en eau potable, protéger leur approvisionnement en agroalimentaire, de sorte que si une autre crise survient, les gens ne sont pas dépendants des marchés internationaux. Parce que comme vous l'avez vu pour les masques, comme vous l'avez vu pour les vaccins, lorsqu'une crise frappe, le marché international n'est pas fiable et on tombe à être responsable de nous-mêmes. Et c'est important de prémunir notre population pour des situations comme celle-là avec une planification intelligente des effectifs qui sont vitaux pour notre qualité de vie. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre Plamondon. On a une première question qui nous vient de Robert Gagnon qui dit « Considérez-vous que le gouvernement actuel en fait assez pour intégrer le secteur forestier à la lutte contre les changements climatiques? » M. Saint-Pierre Plamondon, je vous l'avais promis que vous seriez le premier sur ce dossier-là. Allez-y. Mais dans le cadre des forêts, c'est le travail notamment de Sylvain Roy puis de notre équipe en environnement là, qui a mis en relief le fait qu'on a des enjeux de gouvernance dans l'industrie puis dans le ministère qui gère nos forêts. Et donc, il y a un ménage à faire parce que c'est une ressource qui est stratégique, nos forêts. Elle doit être gérée de manière durable. Elle doit être gérée de manière respectueuse de l'environnement. Et surtout, elle doit être gérée en fonction des intérêts du Québec d'abord et avant tout. Là, en ce moment, parce qu'on gère mal nos forêts, on a des problèmes d'approvisionnement, on a encore des coupes irresponsables qui se font, des fois dans les terres qui appartiennent à l'État. Donc, tout ce qui appartient à l'État en ce moment est mal réglementé. Et on se retrouve dans la situation absurde où il y a une pénurie, il y a une bulle immobilière parce qu'on ne construit pas assez de maisons et le bois coûte 3 fois plus cher parce qu'on envoie tout notre bois aux États-Unis. Et là, on a fait une demande au gouvernement en disant protéger une certaine partie de notre production pour éviter ces problèmes économiques-là au Québec. Et on nous a répondu que les règles internationales ne le permettaient pas. Or, les règles du GATT, l'OMC, permet, en cas de pénurie, de protéger une certaine partie de notre production. Et nous, on pense qu'on doit penser économiquement en fonction de nos intérêts nationaux et en fonction de l'environnement. Et malheureusement, il y a définitivement un ménage à faire dans le domaine de la foresterie. Madame Anglade, sur l'intégration du secteur forestier dans la lutte contre les changements climatiques. Première, toute la question des travaux sylvicoles qu'à mon avis, on devrait investir de manière importante pour entretenir nos forêts. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas suffisamment, et de réfléchir à la construction également en bois. Il y a des pays là qui font un travail extraordinaire en matière de construction en bois qui permet de capter justement le carbone. Et ça, on ne le fait pas suffisamment au Québec. Donc, on regarde la forêt, mais on ne regarde pas l'ensemble du cycle de la forêt et on aurait un potentiel extraordinaire, à mon avis, dans ce domaine-là qui mériterait réellement toute notre attention, que ce soit les bâtisses, que ce soit les ponts, que ce soit les formations, même avoir des ingénieurs qui sachent bâtir avec du bois. Ça aussi, on a besoin de développer ça. Et je pense qu'il y a un énorme travail que l'on pourrait faire avec la forêt de manière très, très, très responsable. Madame Massé, le dernier mot là-dessus. Ben, c'est évident, le Québec est frileux à mettre des normes, à mettre des cibles, laisse nos forêts, abandonne nos forêts et laisse beaucoup trop de leadership et pas de leadership, mais de pouvoir aux forestières elles-mêmes, que ce soit de la mesure du bois jusqu'à les pratiques. Certaines forestières agissent bien sûr de façon responsable, mais ceci étant dit,
quand on sait que nos normes de construction ne permettent pas de construire des édifices commerciaux en bois, alors qu'on exporte les 2x4 puis les poutres pour que les Européens, eux autres, construisent des ponts, des édifices commerciaux avec notre bois, c'est nous qui avons un problème. Alors, dans ce sens-là, il y a des cibles à se fixer, il y a des règles à se donner, il y a des cadres législatifs à changer, et ça peut se faire assez aisément. Ça prend une volonté politique de confronter les barons du bois. Puis actuellement, entre moi et vous, c'est pas le ministre Dufour qui joue ce rôle-là. Merci beaucoup. Maintenant, il y a une question de Yves Montigny qui va intéresser plusieurs. Croyez-vous en l'importance de soutenir davantage le transport collectif dans les villes régionales, dit-il? À Bécomo, elle finance presque seule son transport en commun par autobus. Madame, je vous vois hocher de la tête, les trois, là. C'est comme l'enjeu tellement important, mais dont on parle tellement pas assez. Madame Anglade, allez-y en premier là-dessus. Ben, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'en discuter avec le maire de Bécomo de cette importance-là. C'est essentiel parce que si on est sérieux par rapport à l'occupation de notre territoire, là, on dit, OK, on veut occuper notre territoire, on veut développer des régions qui sont fortes, on veut avoir des villes qui sont fortes, bien, cette histoire de transport collectif, là, il est important également. Et oui, je pense qu'il faut trouver des alternatives et c'est toute la question du financement. Puis, à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question. On sait qu'on n'a pas des densités de population énormes partout, mais est-ce que c'est important et suffisamment important pour qu'on y investisse des sous? Moi, je pense que c'est des questions qui sont fondamentales. Et oui, moi, je suis très, très ouverte à regarder ces enjeux-là, très ouverte. Madame Massé? C'est un incontournable. On le sait depuis trop longtemps que le transport, c'est l'élément clé si on veut agir pour lutter contre les gaz à effet de serre, diminuer les émissions. Mais ceci étant dit, on n'agit pas dans ce sens-là. Puis la raison est simple, Madame Latraverse, c'est que pour investir dans ce type de déplacement-là, collectif, qui n'est pas le transport en commun, là, on le sait, c'est pas que c'est pas rentable, on fait ça pas se de rentabilise profit pas, ça se rentabilise pas facilement, surtout pas en région, on s'entend, là. Exactement. Alors, c'est un choix politique. Et pour ça, c'est qu'il faut être capable d'aller chercher de l'argent là où il y en a. Et donc, ça prend le courage politique de mettre au pas. Et là, nous, on en a, là, tu sais, que ce soit l'impôt de pandémie, le gouvernement ose même pas imposer les grandes entreprises, je pense notamment aux télécoms, il subventionne à la place, alors qu'elles ont fait des profits énormes durant la pandémie. Alors, moi, tant que ce courage politique-là n'est pas là, puis dans le passé, il n'a pas été souvent au rendez-vous, là, ce que ça veut dire, c'est les milliards qui sont nécessaires pour faire en sorte que le transport en commun collectif se développe partout sur le territoire, bien, il ne sera pas au rendez-vous. Alors, nous, on sait où aller chercher l'argent. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, le dernier mot sur cet enjeu du transport en région. Bien, moi, je ne pense pas que ça prend beaucoup de courage, là. C'est un peu une évidence qu'on doit doter les villes en région des mêmes infrastructures que les grands centres. C'est un peu comme dire à une ville en région, soit en concurrence avec les grands centres, mais on ne donne pas Internet haute vitesse, bonne chance. C'est jouer à armes égales. Donc, la position du Parti québécois en matière de développement économique régional, ça a toujours été de dire, on va vous donner les mêmes infrastructures que ce qui existe dans les grands centres pour que vous jouiez à armes égales. Puis ça devient donc un avantage concurrentiel, c'est-à-dire une ville où il fait bon vivre, où c'est sympathique, mais où est-ce qu'il y a tous les mêmes services qu'ailleurs. Au niveau de l'environnement, nous, on ajoute des mesures pour électrifier partout au Québec ces transports en commun-là. Et je terminerai sur l'accessibilité aux régions, que ce soit le transport aérien ou le transport par autobus. Il y a des régions au cours des dernières années qui ont été isolées. Même chose pour les demandes par rapport au train, qui n'est pas de compétence québécoise, un autre problème lié à la fédération. Mais tous ces moyens de se rendre dans une région éloignée, si on ne s'en occupe pas, on sabote le développement économique régional. Donc, en ayant une politique de transport collectif sur une base municipale, mais également des transports collectifs électriques qui se rendent d'un grand centre à une ville, en ayant cette infrastructure-là, bien là, on donne une chance économique à chaque région de se développer, de jouer à armes égales et de faire valoir ses avantages concurrentiels comme la qualité de vie ou la présence
d'industries porteuses d'avenir qui amènent des jeunes familles à dire « moi, je choisis cette ville-là parce qu'il fait bon vivre ». Donc, c'est un enjeu fondamental pour nous parce que c'est une question d'équité envers les régions. Parce que vous avez été tellement discipliné, on a le temps de prendre une troisième question, puis je suis contente parce que je pense que c'est un enjeu qui touche beaucoup de gens. Ça vient de Geneviève Carrier. Elle dit « La crise climatique demandera de nouvelles façons de faire et de travailler. Comment comptez-vous soutenir les travailleurs qui devront se former et peut-être même changer de domaine? » Madame Massé, je commence avec vous. Oui, bien sûr, on pense tout de suite d'entrée de jeu à la requalification. Il faut absolument faire en sorte que ce ne soient pas les travailleurs, travailleuses qui paient le prix, le coût de la nécessaire transition. Ceci étant dit, il faut que le gouvernement, bien au-delà de requalifier les gens, permette de prendre un pas de recul et se dire, et je vais prendre l'exemple là, qui me vient facile, GNL Québec. Le gouvernement n'a pas encore dit de façon claire, nette et précise qu'elle n'allait pas mettre d'argent là-dedans, mais pourtant, on sait très bien que c'est un type d'industrie qui, d'ici 10-15 ans, va être désuète parce que la planète entière ne voudra plus utiliser même le gaz pour pouvoir produire de l'énergie. Alors, moi, je vous dis, ça se planifie, la requalification lorsque nécessaire, mais commençons par la base, c'est-à-dire soutenons financièrement, soutenons collectivement des projets de développement économique qui sont sobres en carbone et qui ne nécessiteront pas qu'on soit obligé de requalifier la main-d'œuvre dans 10-15 ans. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, c'est un immense défi de ressources humaines, là, cette idée de requalification. C'est une façon aussi de résoudre la pénurie de la main-d'œuvre. Il faut comme tout intégrer ça ensemble. C'est pas évident, là. C'est pas évident. Comme je vous disais, nous, dans notre plan de relance économique pour une transition verte et juste, on a prévu que le Fonds des générations, on puiserait 1 milliard pour accélérer les entreprises dans les domaines porteurs d'énergie renouvelable, d'énergie verte, mais également former les travailleurs. Donc, la solution, elle est là parce que les retombées à moyen et long terme sur le plan économique sont beaucoup plus grands que lorsqu'on investit dans le béton. Et donc, notre position est claire là-dessus. Puis, on trouve aussi des mesures pour créer des pôles régionaux. Donc, quand on parle de compagnies qui sont porteuses, il faut créer des pôles, à même les cégeps, les universités, créer des pôles d'expertise dans certaines régions qui font en sorte qu'ensuite, il y a des entreprises qui ont intérêt à s'établir pour être proches de d'autres entreprises dans ce domaine-là. Donc, la priorité au Parti québécois a toujours été d'accélérer le développement économique régional en faisant confiance à l'intelligence et l'expertise, le positionnement de chaque région. La plus grande erreur qu'on a fait au Québec dans les dernières décennies, c'est le mur à mur. Cette manie de tout centraliser et d'avoir une politique ensuite qui s'applique partout, ça ne fonctionne jamais. Et nous, on pense que si on investit dans le cadre d'une transition économique verte, dans la formation des travailleurs, puis dans des pôles régionaux avec les acteurs localement, c'est là qu'on va créer de la richesse puis un avantage concurrentiel pour chacune de ces régions-là. Madame Anglade, je veux vous donner le dernier mot sur ce dernier enjeu de notre période des questions, donc sur la formation de la main-d'œuvre. Bien, évidemment, la requalification est importante, mais moi, je vous dirais que le gouvernement peut jouer un rôle important. Le gouvernement investit. Le gouvernement donne des subventions. Le gouvernement octroie des contrats à plein d'entreprises. Dans les critères que l'on utilise pour avoir ces contrats-là, pour donner ces subventions-là, il devrait y avoir toute une section sur ce volet, justement, de comment est-ce que l'on va requalifier des travailleurs. Comment est-ce que vous, comme entreprise, vous réfléchissez à ces enjeux-là? Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Quels sont les programmes? Alors, on peut avoir des programmes, mais il faut absolument que le gouvernement joue un rôle d'exemplarité dans le soutien aux entreprises. Plutôt que simplement investir dans une entreprise, ah oui, elle crée de l'emploi, je donne de l'argent dans l'entreprise. Attention, il y a d'autres éléments qu'il va falloir que l'on considère pour aller subventionner et pour aller accompagner une entreprise. Et toute cette question de requalification-là, comment elle s'y investit, comment elle va chercher des gens qui ne sont pas nécessairement formés, qu'elle les forme elle-même, qu'elle les forme avec un cégep régional, par exemple, va devoir donner des crédits supplémentaires, si vous voulez, une valeur supplémentaire à cette entreprise pour que le gouvernement dise « voici le type d'entreprise que l'on encourage ». Et c'est ce type d'entreprise-là qui, à long terme, vont faire la différence dans notre tissu économique et c'est là que qu'on doit aller pour vraiment monter le niveau de l'eau pour tout le monde.
Merci, vous avez été super discipliné. C'est vraiment apprécié. Je pense que, bien sûr, ça n'a pas donné l'occasion d'aller super en profondeur dans tout ce que vous avez à offrir sur ces enjeux-là, mais je pense que ça a eu le bénéfice d'offrir une vue d'ensemble précise, importante pour les différents élus des municipalités qui sont au rendez-vous et pour plusieurs qui planchent sur leur programme électoral en vue du scrutin de novembre prochain. Bien sûr, pour vous, chefs provinciaux, c'est j'ai calculé 16 mois et demi à peu près, qui vous reste pour peaufiner vos programmes, aller à la rencontre des citoyens. Ça va faire du bien après une année embarrée chez soi. Alors, à chacun, en conclusion de cette tribune provinciale, je vous donne chacun 2 minutes là, pour un mot de la fin. Madame Anglade, on commence avec vous. Ben alors, merci de l'attention de toutes les maires et tous les mairesses au Québec. Merci de l'opportunité d'échanger avec vous. Je pense qu'il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, vous êtes des gouvernements de proximité. Ça veut donc dire qu'on doit donner des moyens. La question de la fiscalité et comment les villes vont devoir répondre aux besoins de la population qui vont être grandissants, surtout dans la période post-COVID, ça va être important d'arriver avec des solutions bien concrètes pour aller donner du financement à nos gouvernements de proximité. Deuxième élément qui m'apparaît aussi essentiel, c'est toute la question du mur à mur dont on doit se départir et assurer un sur-mesure. Pas dans tout, mais dans certains éléments clés, région par région. Et c'est ce que veut la Charte des régions. La Charte des régions, c'est une loi qui serait adoptée à l'Assemblée nationale et qui permettrait donc de décliner région par région quels sont les enjeux spécifiques, que ce soit éducation, que ce soit en santé, que ce soit en environnement, clé pour une région. On va dire ça, on va le mettre en place dans cette région-là parce que ça va apporter une différence particulière et ça va avoir un impact évidemment sur les municipalités. Dernier point, toute la question de l'économie. On ne peut plus continuer à avoir un modèle économique tel qu'on l'a connu par le passé. La responsabilité du gouvernement, c'est de se dire, aujourd'hui, une entreprise qui maximise ses profits, c'est très bien, mais ce n'est plus suffisant pour que le gouvernement s'implique avec cette entreprise-là. Il va falloir que l'on considère d'autres éléments comme la lutte au changement climatique, comme les enjeux sociaux, et que cette entreprise-là ait une responsabilité de faire en sorte de développer l'écosystème autour sur tous nos territoires, d'amener d'autres entreprises avec elle, et que ce soit une condition pour que le gouvernement s'implique justement avec ces entreprises-là. Et c'est ça qui va faire une différence à terme, c'est que le gouvernement envoie un message d'exemplarité dans le type d'entreprise avec lequel il veut faire affaire. Avec ça, je vous remercie infiniment, puis au plaisir d'être sur le terrain et de vous revoir tous. Merci beaucoup, Mme Anglade. Mme Massé, à vous la parole pour ce mot de la fin. Merci. Écoutez, dans les derniers mois, à Québec solidaire, on a fait beaucoup de propositions concernant l'avenir du Québec, des propositions pour une économie verte, pour des services publics forts, pour lutter contre les inégalités, bref, un Québec plus résilient, plus juste, plus indépendant. Et vous savez quoi? On ne va pas arrêter. À chaque semaine, d'ici la prochaine élection, au niveau du Québec, mais aussi au niveau de votre propre niveau de gouvernement, vous allez nous entendre critiquer quand c'est nécessaire, mais surtout proposer ce qui est nécessaire. La première priorité pour tout le monde, c'est bien sûr de se relever de la crise sanitaire, mais il faut qu'on se relève pour être capable de rester debout longtemps. Pour ça, il faut que dès hier, non, c'est une blague, il faut que dès maintenant, on enclenche pour vrai le vrai débat de société autour de la question de la relance économique, la relance sociale du Québec. Comment on relance tout ça après la pandémie? Où on veut investir, avec quel argent, où c'est qu'on va aller chercher cet argent-là, nos services publics là-dedans, comment est-ce qu'on va se relever ensemble sans laisser personne derrière. Bref, nous, on a des réponses structurantes à chacune de ces questions-là que je sais que vous posez aussi. Le cœur de notre vision, c'est bien sûr nos villes, nos villages, nos régions, nos gens. C'est d'enlever les obstacles qui vous empêchent d'avancer. On vous dit gouvernement de proximité, mais ô combien de limites le cadre légal vous met pour être capable de jouer pleinement ce rôle-là. Et laissez-moi vous dire à quel point j'ai hâte, moi aussi, de construire avec vous cette vision dans les prochains mois, quand on pourra enfin retourner sur le terrain. Je sais que entre-temps, on se parle au téléphone, mais il n'y a rien comme un bon face-à-face pour se rappeler que, dans le fond, on a chacun notre rôle à jouer
pour amener le Québec là où il veut et doit être, c'est-à-dire au 21e siècle, avec tous les impératifs que ça veut dire. Merci de m'avoir invité à votre congrès. Merci beaucoup, Mme Massé. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, à vous le dernier mot. Merci. Ça fait seulement 6 mois que je suis chef du Parti québécois, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer en personne. Mais si, dans le cadre de cette tribune-là, je peux résumer ce que je vais faire du Parti québécois au cours de la prochaine année, c'est de faire du Parti québécois un parti qui parle d'avenir, qui a une vision d'avenir et qui n'a pas peur d'audace, de courage et de dire la vérité sur ce qui réellement va créer de la prospérité pour les prochaines générations, créer de la fierté, un vivre ensemble heureux pour les Québécoises et les Québécois. Ça implique la régionalisation, on en a parlé beaucoup, mais faire confiance en nos villes, faire confiance et donner du pouvoir, des leviers financiers régionalement pour que les gens prennent en main leur avenir, puis qu'on ne limite pas leur créativité, leur potentiel entrepreneurial. On a parlé de fiscalité à ce niveau-là notamment. Ça a arrêté d'opposer environnement à économie. On va arriver avec un plan extrêmement crédible, travaillé, très intelligent. J'ai le bénéfice d'avoir Véronique Yvon, Sylvain Gaudreault, Pascal Bérubé. Je nommerai pas tous les députés qui m'entourent, mais on va arriver avec des visions d'avenir précises, crédibles et surtout porteuses pour les prochaines générations. Et oui, ça concerne l'avenir des municipalités, ça concerne l'environnement, l'économie de nos municipalités. Et on va arriver avec un discours crédible et fier sur les intérêts du Québec, sur l'avenir du Québec, l'avenir de notre langue, l'avenir de notre statut politique, parce que c'est pas normal qu'on se fasse dire non lorsqu'on demande notre 6 milliards de transferts en santé qui nous appartient. C'est pas normal qu'on contrôle pas nos frontières, ni nos aéroports, ni notre armée, qu'en temps de crise, on soit aussi dépendant puis qu'on soit pas en mesure de protéger la santé et la sécurité de nos gens. Oui, on va parler d'un projet d'indépendance porteur, positif, qui amènera les prochaines générations à vivre dans un Québec encore plus beau, encore meilleur, donc un Parti québécois axé sur l'avenir. C'est de ça que je vais venir vous parler lorsque je serai en tournée régionale. Merci pour votre temps, j'ai beaucoup apprécié. Alors, à vous trois, tournée régionale, je pense qu'il va en avoir des politiciens sur les routes du Québec cet été, du temps à rattraper. Écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous. Si vous saviez comme c'est apprécié par les membres de l'UMQ, c'est une tradition importante, révélatrice, pédagogique, engageante. Merci beaucoup à vous trois. Alors, vous tous, oui, c'est ça. Préparez-vous parce qu'ils vont tous débarquer cet été en masse. Il y a quand même des choses intéressantes parce qu'autant ils ont des perspectives politiques complètement différentes, il y a des axes qui se rejoignent là-dedans. De vous appuyer dans une politique cohérente d'achat local, la fin du mur à mur. Et je le faisais remarquer au tout début, ce regard qui a changé sur le rôle et la place des régions dans le développement économique au Québec, c'est absolument phénoménal. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps qu'on parlait des régions, fallait les sauver, fallait les aider. C'était comme... Et là, tout d'un coup, on le voit, ce sont vos industries, vos PME, vos gens qui sont les moteurs économiques de cette relance économique au Québec. Puis maintenant, l'enjeu, c'est de vous donner les moyens de réussir encore plus, de grandir et de prendre vraiment toute votre place dans l'économie. Alors voilà, c'était intéressant, c'était inspirant. J'espère que ça vous a intéressé tout autant que moi. Et ça a vraiment été un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de la matinée pour un regroupement comme l'Union de municipalités du Québec, de voir que le premier ministre du Québec ouvre son congrès et que tous les autres leaders politiques au pays sont là avec vous en cette troisième journée. Bien, c'est dire l'importance que vous avez et que vous représentez dans la vigueur de notre démocratie et aussi, bien sûr, de notre développement économique au Québec. Merci beaucoup à vous tous.